C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. C'est l'épisode 67 au sommaire. Aujourd'hui, on revient sur le 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On parle de la condition et des droits des femmes dans un contexte queer. MeToo garçon, un des sujets de notre chronique Transatlant Queer avec Christophe Gérard à Paris. Et le harcèlement homophobe et transphobe dans les lieux publics à la chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 11 mars 2024, on soutient la lutte des femmes pour leurs droits, et pas juste le 8 mars, mais le 11 et tous les jours aussi. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, allô tout le monde. Vendredi dernier, c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Je sais que le terme exact, c'est la journée internationale des droits des femmes, mais je pense que les droits, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mes invités vont me reprendre là-dessus si je me trompe, pour que ces personnes atteignent la pleine égalité et leur pleine place dans la société. Alors, on a décidé qu'on faisait une demi-heure complète en début d'émission pour parler des questions des droits des femmes dans un contexte queer. On reçoit donc à Québec Camille-Esther Garon du Gris Québec. Salut Camille-Esther! Allô, ça va bien? Ça va bien, c'est toujours le fun de te revoir à l'émission. Et puis, ça me fait plaisir, merci beaucoup de me recevoir. Écoute, et on a aussi Micheline Bourque, toujours en visioconférence. Elle est conseillère, formation et services aux entreprises. Et c'est aussi la cofondatrice de la Chambre de commerce LGBT du Québec. Salut Micheline! Bonjour, merci de votre invitation. Oui, j'ai dit Micheline. Ben oui, on est très content de te recevoir, oui. Et en studio, j'ai avec moi Victoria Legault, qui est directrice générale chez Aide aux trans du Québec. Elle est administratrice aussi chez Égide. Salut! Bonjour Denis Martin, merci de me recevoir encore. On est très content de t'avoir. Ben, je pense que je vais lancer la question, puis je vous laisse débattre de tout ça. Les droits des femmes, avance-t-il ou recule-t-il au Québec, au Canada et dans le monde, et surtout dans une perspective queer? Alors là, je vous en envoie toute une bonne. Je lance la balle, la première qui la prend, vous y allez. Ben, je vais nommer quelqu'un, Micheline, puisque tu es notre nouvelle à l'émission. Oui, c'est ça. Mais je voudrais préciser là, que je ne suis pas quelqu'un qui connaît tous les aspects des droits des femmes au Québec ou ailleurs dans le monde, mais de façon générale, moi, la situation mondiale me préoccupe beaucoup, notamment du côté des États-Unis, où il y a des décisions de la Cour suprême, notamment au niveau du droit à l'avortement et d'autres aspects aussi de la vie des femmes qui est compromise. Et dans une perspective queer, que ce soit une femme queer ou pas, une femme c'est une femme et les droits s'appliquent à tous. Donc, dans ce sens-là, la préoccupation des femmes en général m'inquiète de part et d'autre. Et dans une perspective canadienne, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, j'étais jeune et quand j'étais jeune, on ne pouvait pas se marier, on ne pouvait pas adopter d'enfants. Il y avait à peine, ça commençait la reconnaissance des programmes d'aide aux employés. Donc, il y a eu une progression énorme, en particulier au Québec, qui a été pour moi une des provinces que j'ai choisies à cause de ça, entre autres. Je ne suis pas originaire du Québec. Et je pense qu'il y a une belle progression qui s'est faite tant au niveau de comment on appelle ça, c'est pas l'adaptation sociale, mais au niveau social, les gens sont de plus en plus acceptants, pas juste tolérants, mais acceptants de la réalité des personnes GBLTQ et autres. Donc, de façon générale, je m'inquiète beaucoup à cause de la situation mondiale, beaucoup plus qu'au Québec. Au Canada, j'ai certainement le Parti conservateur à l'œil. Je ne me fais pas confiance du tout à M. Poilievre pour le maintien de nos droits. Donc, je commencerai avec ça. Et je voyais dans tes yeux, Camille-Esther, que tu voulais répondre. Oui, ben, je remercie beaucoup Madame Bourque pour cette réponse. Pour ma part, je dirais qu'il avance et il recule. Et j'explique pourquoi. Je trouve qu'il avance et c'est une question aussi qui est très complexe parce que il avance pour qui et dans quel contexte et pour quelle communauté. Parce qu'au sein même des femmes, il y a plusieurs communautés. On a l'afro-féministe, on a le féministe queer, on a le féministe aussi des luttes sociales du syndicat. Donc aussi, ça dépend aussi de quelle communauté c'est vu par qui.
je trouve qu'on a eu un grand avancement en termes de l'avancement des femmes sur le plan économique, social. Si on parle de juste le fait qu'une femme qui peut avoir l'accès justement à une banque. Donc, je pense à ma grand-mère, je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ces femmes aussi. Mais je pense aussi aux différentes vagues de féminisme que pour certaines, ce n'est pas encore assez avancé. Je prends par exemple l'aspect intersectionnel ou la troisième vague, où on reconnaît les aspects intersectionnels, où que les femmes vivent plusieurs enjeux. Elles ne sont pas juste femmes, elles sont aussi des femmes trans, elles sont aussi des femmes noires, elles sont des femmes aussi issues de l'immigration. Et dans les cas qu'on a par rapport aux dernières politiques, des politiques qui peuvent affecter les femmes. Par exemple, on a vu, exemple, sur l'enjeu de l'immigration, des propos qui disaient qu'on devait séparer les garderies auprès des demandeurs d'asile. Mais pour les femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour les femmes immigrantes, les demandeurs d'asile, qui doivent se trouver un emploi, qui doivent avoir la sécurité pour leurs enfants? Donc, moi, je rejoins beaucoup Mme Bourque sur l'inquiétude aussi sur le thème politique. Je pense que, et je ne me rappelle plus c'est quelle femme qui l'avait dit, mais à toutes les fois qu'il peut avoir une instabilité politique, le droit des femmes est toujours remis en question. Et je trouve qu'on est dans ces moments-là, que c'est très inquiétant. Euh, et puis, en même temps, on a ce côté-là aussi de l'avancement. On a dorénavant des subventions qui permettent une approche intersectionnelle pour les femmes. On a maintenant des reconnaissances de droits LGBT. Juste, je crois même auprès de notre propre communauté, on avance, même s'il y a beaucoup de travail à faire, mais on reconnaît ces approches-là, par exemple par le drapeau, par exemple par les marches aussi, par le soutien auprès de nos sœurs, des femmes trans. Donc, je crois que c'est un avancement. Mais je trouve que c'est important pour répondre à ces questions-là de savoir à qui on parle et de les écouter et de les croire que si pour elles, c'est pas assez avancé, mais il faut les écouter pour être capable de savoir, OK, c'est quel est le travail qu'on doit faire. Parce qu'à la fois, sur une perspective intersectionnelle, pour moi, oui, je peux trouver que c'est avancé, mais au sein de la communauté noire, c'est pas avancé pour les femmes non Mhm. trans. Et du côté des communautés LGBT, il y a encore un manque de représentation pour les femmes issues de la diversité ethnoculturelle. Donc, c'est pour ça aussi. Et je veux souligner là, l'accueil de Victoria qui est au studio. J'espère que tu vas bien. Donc, Parce que vous vous connaissez. oui, on se connaît bien. Toujours Ça une me fait réponse. plaisir de te voir, Camille Esther. Oui, elle est un petit peu. Je vais quand même décrire aux gens qui nous écoutent parce que c'est pas simple à comprendre. L'ordinateur avec les 4 images est dans un coin et puis Victoria, t'es cachée par les micros, mais voilà, on te voit. Ben, toujours une réponse très sage, Camille Esther. J'aime beaucoup comment tu approches les choses et justement, je pense qu'on peut te renvoyer la balle, Victoria, parce que quand on parle d'intersectionnalité, ça te touche. Ben oui, en effet, c'est super intéressant là, ce que mes deux collègues qui se présentent ont dit. Je pense que ce qu'on remarque actuellement, c'est une espèce de mouvement anti-droit généralisé, en fait, qui s'en prend aux droits très individuels de chaque personne, notamment aux femmes. Là, je pense au droit de l'avortement, mais si on regarde plus du côté là, des personnes LGBTQ+, au sens large, en fait, les personnes trans sont vraiment sous le radar en ce moment, un peu partout. Puis même ici, c'est quelque chose là qui nous fait très peur au Canada, au Québec. En fait, je pense que la transphobie est intrinsèquement liée à la misogynie. Les femmes trans n'y échappent pas à ces discriminations-là, à cette violence-là. Puis, on remarque depuis les derniers mois, depuis les dernières années, une augmentation là, de la transphobie puis des actes de violence envers les femmes trans, notamment. Nos droits sont remis en question, puis je pense que les personnes trans sont vraiment sur leur garde, particulièrement les femmes trans qui... on remarquera, là, on ne questionne jamais, par exemple, dans les sports, la présence dans les sports, on questionne très rarement la présence des hommes trans. C'est la présence des femmes trans qu'on va questionner dans les sports. Je pense à ça, il y a plusieurs autres contextes comme ça, là, où est-ce que c'est les femmes trans qui dérangent, en fait. C'est intéressant parce que ce que tu soulèves est intéressant. Je ne sais pas si vous avez la même façon de voir, mais c'est vrai que il semble quand c'est un homme trans, on en fait moins de cas. Hein, quand l'homme trans se retrouve dans un vestiaire de gars, ça va, mais si une femme trans se retrouve dans un vestiaire de femme, ça crée des problèmes. Là, c'est juste un petit exemple. Oui, absolument. Ouais, je trouve que les trans vraiment vivent une situation extrêmement déplorable au niveau mondial, mais en particulier aux États-Unis, où on a vu des gestes concrets en Floride et ailleurs. Vraiment, toute mon empathie va à cette population-là. Je trouve ça vraiment de très inquiétant et ça doit être extrêmement difficile psychologiquement de s'assumer déjà que le processus en soi doit être extrêmement pénible.
Euh, vraiment, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens trans, femmes ou hommes. C'est vraiment une cible qui est choisie justement pour Nous sommes le bouc émissaire. empêcher, Ouais. oui, pour empêcher d'autres discussions. Donc, par le passé, ça a été d'autres choses, mais là, c'est les Mhm. trans et je trouve ça vraiment. Tu sais, moi, je suis plus vieille que vous, là, mais je trouve que vraiment, on n'évolue pas très, 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 très vite socialement au niveau des rapports entre humains. C'est vraiment très triste dans le monde occidental. Camille Esther. Oui, ben merci beaucoup pour vos interventions. Je trouve ça vraiment pertinent qu'on ait une perspective d'une femme trans qui est avec nous ce soir parce que ça démontre, juste l'exemple qu'on a donné, ça démontre encore l'aspect misogyne. Parce que les personnes qui sont justement dans la transition vers la féminité, et c'est là aussi qu'on revient à ça, parce que la haine semble ne pas être la même en ce qui concerne la question trans-masculine. N'hésite pas, Victoria, si je me trompe ou je dis un élément Non, non, ça me spécifique, semble très... mais je trouve ça vraiment important. Puis moi-même, en tant que personne cis, qui détient ce privilège cis, je trouve qu'on a du travail à faire par rapport à ça. J'apprécie Mme Bourque, elle a porté le commentaire, justement, bon, qu'elle était un petit peu plus vieille que nous, mais Ben je pense oui. que c'est... Oui, oui, mais vous êtes toujours jeune dans le cœur comme on dit, mais Mais je pense que l'animateur ici est le plus vieux de la gang. Mais bon. mais je trouve que c'est important de considérer la diversité intergénérationnelle. Mais Et tellement. des fois, Et des fois, par exemple, et je donne un exemple, je parle à mon nom bien sûr personnel dans cette entrevue, mais des fois, je me souviens que des fois, j'allais de l'avant et moi-même, mon mea culpa, je me disais, pourquoi, par exemple, l'autre génération ou autres ne peuvent pas nous comprendre? Mais je me suis rendu compte aussi que nous, parfois, on ne les comprenait pas parce que moi, je suis née, j'avais un compte en banque. Si je décide de partir en maternité, j'ai pas à cacher ma grossesse. Tu sais, c'est des gros, gros enjeux que ma grand-mère, que mes tantes un petit peu plus vieilles ont pu vivre. Puis, autant qu'elles commencent à m'écouter sur certaines réalités qui se passent de nos jours. Donc, je trouve que c'est important de considérer que des fois, la question, est-ce que ça l'avance, est-ce que ça recule? Je pense pas que des fois, ça l'avance, que ça recule. Ça recule quand la politique est un petit peu plus instable. Mais ça l'avance, mais on découvre d'autres choses. Quand, par exemple, Mme Bourque a discuté que auparavant, c'est difficile pour d'autres. C'est clair, c'est difficile pour d'autres. Il y avait beaucoup l'enjeu, la bataille pour la reconnaissance de l'homosexualité, de la question lesbienne, même de la question bisexuelle. Mais les trans étaient encore là. Il y avait des femmes trans, il y avait des femmes noires trans, mais ces personnes-là étaient même invisibles euh, au sein même de la communauté LGBT. Donc, c'est aussi, nous, notre travail à faire en tant que personnes issues de la communauté LGBT qui ont été dans des grands organismes, qui s'impliquent, comment nous, on peut agir en étant un meilleur allié et de savoir aussi si on a eu des angles morts. Parce que je pense que parfois, dans la diversité intergénérationnelle, c'est comme si on avait à faire un choix, à savoir lequel est plus important et lequel n'est pas un autre. Mais je pense que c'est de considérer que la bataille de reconnaître son homosexualité, la fierté, puis contre les violences policières auprès des communautés LGBT était important. Mais on reconnaît que malheureusement, l'angle mort, ça a été l'enjeu des femmes trans. Et pourtant, la personne qui a fondé la fierté, c'est une femme noire trans. Donc, Oui. je trouve que c'est, je sais pas comment vous voyez ça, ben, en fait, Ben, Madame Bourque je ou pense que c'est Victoria, vraiment important de le dire, les personnes trans n'existent pas depuis 5 ans. Là. Les personnes on trans pense que c'est existent depuis depuis la pandémie longtemps, que c'est c'est ça, puis c'est vrai. recensé, là. C'est recensé, puis c'est pas vrai que c'est une épidémie actuellement, là. Notamment chez Aide aux trans du Québec, justement, l'organisation où est-ce que je travaille, on est en train de faire un gros ménage dans nos archives. Puis c'est super intéressant de voir, en fait, des bouts là, de l'histoire des personnes trans au Québec depuis 1970, 1980. Il y avait une communauté qui était active, mais qui était dans l'ombre, en fait. Ouais. Mhm. Oui, Micheline? mais tu sais, dans ce sens-là, je veux dire encore une fois, je prends la perspective de la personne qui a quelques années de plus que vous. Tu sais, ben, moi, j'ai 63 ans et j'ai rencontré pour la première fois de ma vie une personne trans il y a 3 ans. Donc, quand moi, j'étais jeune et je me posais la question, tu sais, est-ce que je suis lesbienne? Et même le mot lesbienne, pour moi, à l'époque, était traumatisant, là. Je ne l'utilisais pas, je le détestais. Enfin, bref. Donc, mais mon approche était
si j'en parle pas, les gens ne le sauront pas. Ils pourront pas connaître une lesbienne. Ils pourront pas savoir qu'on est comme tout le monde, qu'on se lève le matin, qu'on se brosse les dents, puis qu'on va travailler, puis qu'on fait toute la vie comme tout le monde. Et les trans, malheureusement, c'est une difficulté qui se rapproche, à mon avis, peut-être que les gens de haute culture vivent ça quand c'est visible. Donc là, tout d'un coup, on est devant une nouveauté qui nous choque. On n'a jamais connu ça, on sait pas comment s'y prendre. Donc il y a vraiment un long chemin devant les personnes trans. Et malheureusement, la violence actuelle, de façon générale, qui les a ciblées, regarde, vraiment, ça me fait beaucoup de peine de voir que ça se produit, mais c'est un chemin, il est lourd, il est long, mais souhaitons que les ouvertures vont se faire. Puis j'admire toutes les personnes trans qui ont le courage de se manifester, de parler dans un contexte si difficile, si dur, et l'ouverture, même si elle est là, mais tu sais, les médias et les réseaux sociaux, c'est très agressif, c'est très violent, puis c'est un long parcours, puis moi, je me considère que je l'ai eu facile, toutes choses considérées, tu sais, que je suis une femme blanche avec les yeux bleus, puis, tu sais, j'ai le nez à bonne place, là, tu sais, je veux dire, j'avais toutes sortes d'atouts pour faciliter mon processus, mais pour les personnes trans, c'est tout un chemin qui est long physiquement, qui est moralement et socialement. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, on continue notre discussion sur les droits des femmes. Est-ce que ça avance ou ça recule au Québec, notamment au Canada et dans le monde, notamment dans une perspective queer? Je vous rappelle donc que nos invités, Camille Esther Garon, qui nous rejoint donc de Gris Québec, Victoria Legault, directrice générale chez Aide aux trans du Québec et administratrice chez Égide, et Micheline Bourque, qui est conseillère formation et services aux entreprises, qui a été cofondatrice de la Chambre de commerce LGBT du Québec. On a parlé de violence et je me demande si je ne devrais peut-être pas vous envoyer la prochaine question. Comment la culture du viol, je ne sais pas si on va devoir peut-être définir, mais en tout cas, se traduit-elle dans nos communautés vis-à-vis les personnes qui s'identifient femmes? Je ne sais pas, est-ce qu'on devrait commencer peut-être par toi, Victoria? Ben, je peux me lancer. Oui. C'est une grosse question. Bon, oui, j'ai toujours des bonnes grosses questions comme ça. Oui. Ben, en fait, les chiffres le montrent, là, les personnes trans en général, puisque j'ai pas de données assez précises, malheureusement, pour parler de l'expérience des femmes trans seulement, mais les personnes trans sont énormément là, victimes de crimes reliés à la sexualité, de violences sexuelles. On dit que 58% des personnes transgenres et non-binaires au Canada ont déclaré avoir subi au moins une forme de comportement sexuel non désiré dans un espace public au cours de l'année ayant précédé une enquête, là, une étude réalisée par Statistique Canada. Mm-hmm. Donc, c'est quand même important, là, ces chiffres-là, puis ça fait peur. Je pense qu'il faut en parler, puis encore... je pense qu'il y a encore une grande réticence, notamment là, des personnes trans, des femmes trans, à dénoncer ces actes-là aussi, ces crimes-là, ces violences-là. Elles ont encore peur de ne pas être prises au sérieux, là, notamment lorsque elles s'en vont au service de police et tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire à l'intérieur même là, de nos communautés, de la communauté LGBTQ+. Je lance à nos... Ah, Micheline, le micro est ouvert, j'imagine que tu veux parler. Oui, vas-y. Mais c'est-à-dire que je pense, en tout respect, mais de façon générale, la violence envers les femmes dans le monde est affreuse. Je veux dire, à tous les niveaux. Dans ma propre vie personnelle, je ne connais pas une femme qui n'a pas subi, là, je ne parle pas de viol, mais ça peut être un voyeur, ça peut être une approche euh, sexuelle qui n'est pas sollicitée, ça peut être le viol, je veux dire, je ne connais pas de femmes qui n'ont pas subi ça, mais c'est sûr que la violence et son degré de violence, peut-être que vis-à-vis des trans, elle a été plus grave,
Mais la violence envers les femmes, regardez le monde Ah, ben oui, c'est aujourd'hui. évidemment, je voulais Je pas veux remettre ça dire, en question d'aucune façon, à là. tous les niveaux, tu sais, ben non, je le sais bien, mais donc c'est un thème universel, c'est une problématique qui nous démontre qu'on vit dans un monde encore, excusez l'expression, mais patriarcal. Mhm. Quand on regarde aujourd'hui l'impact de la pornographie chez les jeunes gars, aujourd'hui, c'est une tristesse de voir que cette violence-là qui est faite aux femmes fait maintenant partie de la vie. Je lisais une statistique récemment que 80% des jeunes gars de 18 ans à 34 ans consomment de la pornographie de façon régulière. Mais la pornographie, excusez-moi, là, beaucoup de violence envers les femmes et ça propage comment dire, ce pouvoir envers la femme et de façon générale, moi, ça m'attriste au plus haut point et en tout respect des trans qui la vivent de façon abrupte, là, c'est un problème général. Camille Esther. Mais merci beaucoup de vos interventions. Je suis allée regarder, faire un petit coup d'œil, puis selon la culture du viol, selon le conseil du statut de la femme, c'est un ensemble de comportements qui banalisent, excusent et justifient les agressions sexuelles ou les transforment en plaisanteries et divertissements. On parle, comme on dit, de catcall, harcèlement. Le corps des femmes est considéré comme un objet destiné à s'ouvrir les besoins des hommes. Les commentaires sexistes abondent et il crée un climat confortable pour les agresseurs. Dans une telle culture, la responsabilité de l'agression repose sur la victime, dont la parole est remise en cause. Et je trouve que ça concerne toute personne qui s'identifie comme femme et toutes les personnes cis. On parle d'une femme, dans les dernières statistiques, surtout dans les mouvements du MeToo, une femme sur trois peut être victime d'inconduite, d'harcèlement, d'agression. Et je sais qu'il y a des gens des gens qui vont nous écouter, qui vont nous dire, puis là, je le sais, ils vont dire, oui, mais les hommes, je sais, c'est ça qui arrive. Mais nous, moi, ce que je réponds, non, mais moi, ce que je réponds aussi, c'est que les hommes qui vivent ça, ça peut être vécu par d'autres hommes aussi. Fait que les Oui. statistiques ne mentent pas non plus. Cependant, ce que moi, je trouve qui est important à considérer, c'est que dans les communautés LGBT, QIA2+, on a une responsabilité de se conscientiser sur la culture du viol. On a une responsabilité aussi de ne pas banaliser, parce que ce n'est pas parce qu'on est issu de la diversité, qu'on est issu de plusieurs diversités, qu'on peut se permettre aussi des comportements qui sont inappropriés, qui peuvent contribuer à la culture du viol. Et je rejoins aussi Victoria aussi que, malheureusement, plus il y a les aspects d'intersection, plus il y a les risques de vulnérabilité, plus il y a les risques aussi de situations d'harcèlement, de violence qui se font. Et je crois que c'est important d'apporter la conversation, même si parfois ça peut être malaisant, mais d'apporter la conversation que la culture du viol existe bel et bien dans nos communautés LGBT. Oui, on peut vivre de l'homophobie, de la transphobie, plusieurs violences auprès de la communauté, des communautés non LGBT, mais c'est important d'adresser que malheureusement, il y a une culture du viol qui se fait, qui est présente et qu'il faut la dénoncer, puis qu'il faut être capable Mhm. de sensibiliser nos proches sur la Mhm. question, parce que au sein de la communauté LGBT, oui, l'enjeu de la sexualité, c'est ça qui a été affirmé, c'est ça qui a été mis en place. Et puis, malgré comme il y a des préjugés qui peuvent être très négatifs au sein de notre communauté, on doit se conscientiser aussi sur notre façon, notre approche, les consentements qu'on fait entre Ouais. frères et sœurs et personnes non binaires LGBT. Je trouve que Mais ça aussi, c'est un élément qui est peu discuté, mais qui doit être discuté aussi dans nos mhm. communautés. Micheline? En lien à la question d'éducation de façon générale, Exact. Mhm. donc que l'on soit femme, peu importe, excusez-moi, mais je ne suis pas encore tout au fait des différentes désignations aujourd'hui, là, mais on est une personne humaine et on subit une injustice, une forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Mais la personne qui professe cette violence-là, l'acteur de la violence, cette personne-là doit aussi être éduquée. Euh, J'avais vu un documentaire qui se passait en Inde, qui avait fait les nouvelles internationales où une jeune fille avait été violée et elle était morte de cette violence-là. Et le documentaire démontrait comment justement la culture présente permettait ce genre. Mais les jeunes gars n'étaient pas conscients. Ils n'étaient pas conscients de la portée de leurs gestes. Donc, il faut une éducation chez les agresseurs. Il faut une éducation chez les personnes qui peuvent mieux se protéger. Mais ça va des deux côtés. Moi, j'aimerais mieux
qu'on éduque les agresseurs. Oui. Mm. Je vais aller rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais aborder une question qui est assez touchy, mais qui commence à avoir beaucoup d'importance. On en a discuté un petit peu au début. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a, on a parlé des femmes trans, mais lorsqu'on a un homme trans qui était identifié, qui s'identifiait peut-être aux communautés lesbiennes, et puis là, est-ce que cette personne-là doit complètement quitter ces groupes-là? Comment est-ce qu'on fait pour, je sais pas, pas adopter, mais pour aider cette personne-là ou la garder dans ce milieu qu'elle a connu, même si maintenant elle ne s'identifie plus comme femme? C'est une question qui Laisse est... pas Oui, Victoria répondre. Je veux juste adresser. oui. Je veux pas Tu- me mettre dans le. Excuse-moi, Non, je veux non, pas me ça mettre dans va. le Ouais. spot pour que personne dise. Je pense pas que c'est ma place de pouvoir y répondre. C'est une question qui est en effet délicate. Tu sais, je pense que, bon, c'est ça. Il y a potentiellement là, des hommes trans, en fait, qui pendant des années, avant leur transition, en fait, ont baigné là, dans la communauté lesbienne, puis qui ont encore une attache importante, en fait, à cette communauté-là, qui ont notamment, en fait, ça compose leur cercle social. C'est sûr que du jour au lendemain, lorsque cette personne entame une transition, en fait, je pense que ce serait très compliqué de s'en détacher complètement. Après ça, bon, évidemment, je pense que c'est important aussi d'assurer... je pense que c'est du cas par cas. Ouais. Puis je pense que ça nous pousse à repenser, en fait, à la sécurité de nos espaces, à l'inclusion dans ces espaces-là. Puis je pense que c'est important de dire aussi que les femmes ont le droit de se rassembler entre elles. Oui, tout à fait. Écoutez, on arrive vraiment à la fin de la discussion. Juste une dernière question. Est-ce qu'on doit s'inquiéter si, je vais peut-être le dire comme ça, si le désastre orange nous revient aux États-Unis? Pour les femmes, surtout, pour les femmes de nos communautés. Oui, Oui, absolument. ouais. Absolument. Je Mhm. serais très inquiète de la situation, mais j'ai quand même un espoir parce que on est plusieurs groupes à se mobiliser. La force, je trouve, fait le nombre. Ouais. Et donc, j'ai quand même une lueur d'espoir par rapport à la mobilisation qu'il va y avoir à travers le Canada, à travers les États-Unis, les femmes qui vont se rencontrer. Mais qu'est-ce que j'espère aussi entre femmes, c'est d'assurer d'inclure tout le monde. Merci. Je vous remercie tout le monde. Donc, Camille Esther-Garon du Gris Québec, Victoria Legault, directrice générale d'Aide aux trans du Québec, Micheline Bourque, une toute nouvelle à l'émission qu'on va réinviter certains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, qui a été cofondatrice de la Chambre de commerce LGBT. En deuxième partie, aujourd'hui, ben justement, on va continuer sur les violences. On va parler du MeToo, mais version garçon, parce que ça commence à faire du bruit de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, à notre chronique Transatlanqueer avec Christophe Gérard, que je vois d'ailleurs qui est déjà prêt sur notre visioconférence. Et on va parler aussi de harcèlement homophobe et transphobe dans l'espace public, à la chronique En toute fluidité avec Marie-Claude Johannis. C'est donc après notre petite pause de 2 minutes. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Harcèlement homophobe et transphobe dans l'espace public, c'est à la chronique En toute fluidité avec Marie-Claude Johannis. Mais avant, on traverse l'Atlantique. Transcontinent queer. Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre. Bon, ben écoute, ça arrive des fois, c'était pas le bon thème, mais on y va. Alors, Christophe Gérard à Paris et non pas dans le reste du Canada, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, Denis Oui, Martin? ça va bien. Je sais qu'il est tard à Paris, mais là, nous, on a changé d'heure, on vient d'avancer, donc on devrait être quoi, 5 heures de différence là? Ouais, il est 22h30 ici. Bon, encore pour quelques semaines. Bon, ben écoute, on va parler du hashtag #MeTooGarçon qui libère la parole des hommes victimes de violences sexuelles, notamment dans le monde du cinéma français. Ouais, on s'en souvient, le hashtag MeToo est né en octobre 2017 à la suite de l'affaire Weinstein qui a déferlé sur le monde du cinéma américain. Euh, donc, c'est un mouvement qui a libéré, qui a permis la libération de la parole de nombreuses actrices qui ont été victimes d'agressions, de violences sexuelles et même de viols. Alors, ce mouvement est depuis devenu mondial, mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ici en France, il a fallu plusieurs années pour que ça touche, en tout cas que le cinéma français soit rattrapé. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a les affaires de Pardieu, je suppose que vous en avez entendu parler. Ah, Il y beaucoup, a oui. également,
Ouais, il y a également la prise de parole de Judith Godrèche, qui est une actrice hein, qui est assez connue chez nous, et qui a raconté en fait l'emprise qu'elle a vécue lorsqu'elle était adolescente, puisqu'elle a vécu une relation avec un réalisateur qui s'appelle Benoît Jacot. Elle avait 14 ans, il en avait 42, et donc elle s'est rendue compte assez récemment de l'emprise elle a subie durant cette relation. Et bah, elle en a parlé et ça a réveillé les consciences, mais également les mémoires. Et il y a de nombreux témoignages qui sont venus donc en fait, se mêler à l'univers culturel, mais pas que en fait. Hein. Ça touche vraiment toutes les strates de la société française. Alors j'entendais la discussion que vous aviez précédemment. Ces actes, on le sait, sont condamnables et touchent en majorité les femmes. On ne reviendra pas là-dessus. Toutefois, les hommes ne sont pas épargnés par ce phénomène. Et ça concerne le cinéma surtout, hein? Oui, alors en particulier là, récemment il y a eu les Césars chez nous et Judith Godrèche a pris la parole pour parler de ce qui se passait dans le monde du cinéma. Et son discours, sa prise de parole a vraiment touché un directeur de casting parisien qui s'appelle Stéphane Gaillard et qui a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice de la libération de la parole en créant une adresse mail qui s'appelle donc metooacteur@gmail.com. Hmm. Euh, Comme il le dit sur son compte Instagram, en fait, sa ligne de conduite est droite. Il dit, je n'en sortirai jamais. Je ne suis pas victime. J'alarme, j'alerte. Et entre l'homme et l'artiste, je choisirai toujours la victime. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que il s'attendait absolument pas, mais en l'espace de quelques heures, il a reçu plus de 50 témoignages d'acteurs et de personnes travaillant dans le monde du cinéma et qui ont subi des violences et des agressions sexuelles. Ouais. Mais est-ce que c'est le seul qui a incité là, la parole des hommes victimes? Non, il y a une autre personne, un comédien qui s'appelle Aurélien Vic, qui dès le lendemain, en fait, a sur son compte Instagram publié une photo de lui quand il était enfant, sur lequel, en fait, il explique qu'entre 11 et 15 ans, il a été victime et il a été abusé sexuellement par son agent de l'époque qui s'appelle Maurice Ripaud. Donc, il a porté plainte hein, quand il avait 16 ans. Son agresseur a été reconnu coupable et a été condamné à 5 ans de prison. Dans ses publications, il va même plus loin hein, que cette agression, puisqu'il dit que il a subi en fait des chantages, notamment hein, pour obtenir des rôles, et également des dîners piégés organisés pour reprendre ces termes, des vieux avec plusieurs mineurs. Il ajoute s'être défendu également de main baladeuse et plus généralement d'avoir eu à se défendre verbalement et physiquement Hmm. de différentes agressions. Il souhaite aujourd'hui en fait que la peur change de camp, hein, puisque il dit trembler. Votre tour viendra, pardon. Vous savez qui vous êtes. Les garçons du cinéma se réveillent avant de conclure par ce fameux hashtag dont on parlait, le hashtag MeTooGarçon. Alors c'est un hashtag qui s'est vraiment répandu ici comme une traînée de poudre, la parole s'est libérée chez les hommes, notamment sur X, anciennement Twitter, Mhm. où et ça, on se rend compte que ça touche pas uniquement le cinéma, mais encore une fois, toute la société française. Donc ce sont en effet des milliers d'hommes, et c'est assez impressionnant, qui souvent sont jeunes, qui témoignent des violences sexuelles dont ils ont été victimes, parfois lorsqu'ils étaient mineurs. Alors, c'est des témoignages qui sont touchants et émouvants. On peut citer notamment le témoignage de Noah, qui est un jeune homme de 21 ans, qui se livre sur ce qu'il a subi. En fait, il explique qu'il était en seconde, que son petit ami de l'époque était lui en terminale et qu'un après-midi, il l'a forcé à avoir une relation sexuelle avec pénétration. À l'époque, il n'en avait jamais eu. Il n'en voulait pas, il ne se sentait pas prêt. Mais son petit ami lui a mis un ultimatum. Soit il acceptait, il le quittait et Noah finissait tout seul. Donc il a fini par accepter, il a fait. Il se souvient plus de rien parce qu'il a perdu connaissance, mais ce qu'il explique, c'est qu'il en a gardé des séquelles encore aujourd'hui. Alors c'est un témoignage parmi tant d'autres, mais avec une constante hein, pour toutes les victimes, à savoir que les agressions subies ont un impact sur leurs relations amoureuses, leur confiance en eux et bien évidemment sur la confiance qu'ils peuvent avoir également vers les autres.
Mais là, Christophe, là, c'est un tabou de parler d'agression quand on est un homme. Eh Hein? oui, Hein? alors ça reste très tabou pour tout le monde hein, de parler de violence sexuelle, ça l'est encore plus quand on est un garçon, parce que finalement on reçoit une éducation, on en parlait, enfin, tes invités précédents ont parlé, une éducation dans laquelle on nous apprend à cacher nos émotions, à ne pas forcément dire quand ça va pas, et puis ça, parfois quand on est victime d'agression, bah, il est difficile de prendre conscience qu'il s'agit de violence, il est aussi compliqué de dénoncer les faits tout simplement parce que la société n'est pas prête à entendre ça, et puis les récits d'agression sexuelle étaient jusqu'à présent rare dans l'espace public, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme, ben, du fait notamment des préjugés hein, qui s'appliquent aux victimes. Ben, quand on est un homme, on est fort et on sait se défendre. Oh là 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 là. Et que peut-on espérer de ce MeToo garçon, finalement? Ben, finalement, ben, que ça continue, que ça libère la parole, encore une fois, que les personnes qui subissent ces violences prennent conscience de leur statut de victime. Et puis on espère surtout que ça va changer les choses, même si on le sait, hein, ça va prendre du temps. On change de sujet. Le premier mariage gay a été célébré en Grèce. Et oui, les choses ne se sont pas vraiment passées dans les meilleures conditions. Alors, pour en revenir un peu sur cet événement, donc en janvier dernier, je te parlais de la volonté du gouvernement grec d'autoriser le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Et cette loi a été votée le 15 février dernier. Donc, le premier mariage gay a donc eu lieu là, récemment, hein, c'était le premier week-end de mars. Mais les amoureux ont subi des pressions et des menaces pour eux et leurs familles. C'est donc sous haute protection policière que s'est déroulée la cérémonie. Alors, c'est des conditions qui ne sont pas vraiment glamour. On leur souhaite tout de même hein, tout le bonheur du monde. Et puis surtout, on espère que les prochaines unions auront lieu dans des conditions un peu plus sereines. Et on connaît la date de la prochaine marche des fiertés à Paris. Puis cette année, j'y serai pas parce que je vais arriver plus tard. Eh oui, Parce qu'on se donc voit ouais, toujours au mois de juin habituellement, toi et moi, oui. bah voilà. Ouais. Donc, elle a été annoncée hein, par l'inter LGBT, cette date. Donc, la marche des fiertés aura lieu cette année le 29 juin 2024, avec une différence majeure par rapport à l'an dernier. Tu t'en souviens, hein, Oui. sans doute. L'an dernier, en fait, la mairie de Paris avait décidé que la marche des fiertés se ferait sans aucun char, mettant en avant des raisons de lutte contre la pollution, notamment. Une décision qui donnait à la marche, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais trouvé, un aspect plus politique sans doute plus proche de ce qui faisait les marches des fiertés à l'origine. Et puis surtout, c'était une opportunité de communication vraiment entre chaque personne qui était présente et de manière intergénérationnelle. Les jeunes et les personnes plus âgées se parlaient, c'était assez agréable finalement. Mais c'était loin de faire l'unanimité. Il y a de nombreuses personnes qui ont eu l'impression que l'événement avait perdu de son âme. Hmm. Donc, cette année, en fait, les choses vont se passer un peu différemment parce qu'il a été décidé que les chars feraient leur retour pour cet opus. Par contre, la mairie de Paris a demandé que ces chars soient plus légers qu'à l'ordinaire. Donc, ce sera des petits camions, souvent partagés entre plusieurs associations. Et peut-être électrique. Sans doute également. J'ai pas de précision là-dessus, mais il est fort probable que ça fasse partie du cahier des charges de l'organisation cette année. Quoi Oui, qu'il en soit, oui. oui. Ben, je te pour te lancer sur le prochain sujet. Tu organises une soirée spéciale le 18 mars prochain. Ça va être consacré au VIH. Oui, alors 2024, c'est une année importante hein, puisqu'on fête les 40 ans de l'association AIDE. C'est Mhm. également les 30 ans du SIDA Action chez nous. Puis au mois de septembre, il y aura 30 ans que Klaus Welle mourait. Clouseville. Alors moi, je le connais pas. Ben, je le connais, Alors, oui, mais je vais te laisser le plaisir de le faire connaître. ouais, alors c'est un militant de la lutte contre le sida. Il a été président de l'association ACT UP Paris de 92 à 94 et on lui doit des nombreux événements qui ont marqué les esprits, comme par exemple la pose du préservatif géant sur l'obélisque de la place de la Concorde. C'est également un personnage, enfin, en tout cas, il a inspiré le personnage de Sean dans le magnifique film 120 battements de cœur, 120 battements pardon, par minute du réalisateur Robin Campillo. C'est un militant. Son militantisme a perduré après sa mort, hein, puisque ses cendres ont été jetées sur une assemblée de l'UAP pour demander que les séropositifs ne soient plus exclus. L'UAP, tu me dis c'est quoi? Alors, c'est une enfin, c'est une compagnie d'assurance, en fait, D'accord. chez nous. Donc, le but, c'était vraiment de demander que les séropositifs ne soient plus exclus des assurances. Ces cendres ont également été dispersées lors d'une réunion de l'Agence du médicament et des laboratoires Glaxo pour empêcher la limitation de nouveaux traitements comme le 3TC à l'époque. Et que proposera donc cette soirée?
Alors, cette soirée, elle aura lieu dans un cinéma qui s'appelle le Brady, qui se trouve dans le 10e arrondissement de Paris, et ça prendra la forme d'un ciné-club. Donc, durant cette soirée, c'est un documentaire qui a été peu diffusé jusqu'à présent, qui date de 95, et qui est un portrait enfin, qui s'appelle Portrait d'une présidente. C'est un film qui a été réalisé par Brigitte Tijoux et qui est consacré donc à Clouvellet. Donc, c'est un portrait de lui au travers de différents témoignages. Donc, c'est le portrait d'un militant qui aimait la vie. Et donc, ça rend également hommage à tous ceux, anonymes ou pas, qui luttent au quotidien contre le sida et la sérophobie ici en France. Donc, cette projection sera suivie d'un échange entre la réalisatrice et le public. Et cet échange sera animé par Morgane Crochet, qui est le rédacteur en chef de Tétu. Il nous reste une petite minute. Est-ce qu'on peut parler de deux réalisateurs queer qui sont présents au prochain Festival de Cannes? Ouais, notamment un réalisateur québécois, hein, Xavier Dolan. On sait qu'il a annoncé l'année dernière qu'il arrêtait le cinéma. Par contre, il sera cette année donc le président du jury de la sélection Un certain regard. C'est un prix qui est important pour lui parce que il l'a obtenu en 2009 pour son film J'ai tué ma mère. Donc c'est important. L'autre réalisateur, c'est un réalisateur belge qui s'appelle Lucas Dont. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez au Québec. Il a réalisé deux films qui sont assez importants et super bien faits. Un film qui s'appelle Girl et qui raconte l'histoire d'une jeune fille trans qui veut faire de la danse, et un autre qui s'appelle Close, qui est une histoire d'amitié entre deux garçons et le regard que portent les autres sur ces deux garçons. Et lui, en fait, il va être président du jury Queer Palm. Donc, on ne connaît pas encore les films qui feront partie de ces sélections. On les attend en espérant que ça nous réserve de belles surprises. Rapidement, l'Assemblée nationale adopte une loi de réhabilitation des personnes condamnées pour homosexualité. Ouais, alors c'est la loi hein, qui avait été adoptée au Sénat il y a quelques temps de cela, qui a été étudiée. Alors, dans une quasi-indifférence, puisque ça a été fait le 6 mars, la semaine dernière, au moment où le droit à l'IVG entrait dans la Constitution, donc c'est vraiment l'événement majeur. Donc, enfin, pour revenir en fait sur ce que elle vise, cette loi, c'est à reconnaître et à réparer les préjudices subis par les personnes homosexuelles du fait des lois discriminatoires en vigueur entre 1940, 42 et 82. Alors la différence, c'est qu'au Sénat, le volet financier avait été totalement supprimé. Il a été remis en place et rétabli par l'Assemblée nationale. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait environ entre 200 et 400 personnes qui seraient concernées par cette réhabilitation et surtout cette réparation financière. Christophe Gérard à Paris, merci beaucoup. Mais je t'en prie, je te souhaite une bonne soirée et puis à très À bientôt. très bientôt. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité. Avec Marie-Claude Joannis. Allô Marie-Claude. Allô, Denis Martin. Bon, on te rejoint où maintenant? Chez moi, au Kamouraska. Kamouraska toujours, d'accord. Alors, on va parler de harcèlement de rue. J'ai beaucoup annoncé là, le harcèlement transphobe et homophobe. C'est quoi le harcèlement de rue? Ben, en fait, là, Denis Martin, c'est des propos, des attitudes, ça peut être des comportements qui sont intrusifs, donc qui vont rentrer dans notre bulle, qui vont être insistants, puis surtout qui ne sont pas sollicités, puis qui vont être perpétrés par un inconnu ou une inconnue, là, une personne qu'on ne connaît pas dans un endroit public. Donc, ça peut être dans les parcs, dans les arrêts d'autobus, évidemment dans le métro, les bars, les musées, etc. Là, donc, tout lieu public. Bon, alors, c'est quoi l'ampleur de ce phénomène ou de ce problème-là? Ouais, c'est beaucoup, malheureusement. Puis, tu sais, là, c'est sûr que les chiffres qu'on a, c'est des chiffres qui sont pas extrêmement récents. Là, il y a eu une enquête canadienne qui a été menée en 2018, donc qui était spécifiquement là, sur ces aspects-là, sur les personnes trans et non-binaires spécifiquement. Donc, c'est même pas toute la communauté LGBTQIA+. Puis, donc, il y avait 58% des personnes trans et non-binaires qui avaient déclaré avoir subi au moins une forme de comportement sexuel. Fait que ça comprend même pas toutes les formes de harcèlement. Dans un espace public, les personnes cisgenres, c'est à peu près 23%. Hmm. 69% qui avaient eu des comportements à caractère sexuel non désiré au travail, comparativement encore à 23% des personnes cisgenres, et du harcèlement en ligne, là, qui est autre chose, mais quand même, c'est intéressant de voir, de comparer 42%. Donc, c'est un phénomène qui est grand. Moi, c'est sûr que personnellement, il faudrait voir aussi avec les organismes,
On sait, avec la montée de la droite, on observe là, quand même plus de comportements ouvertement là, homophobes, transphobes particulièrement là, dans les lieux Ben, publics. ouais, il faut dire que cette montée de l'extrême droite donne, en fait, décomplexe hein, les personnes. Et puis là, ben, c'est sûr, quand on est derrière un clavier, c'est quelque chose. Mais dans la rue, Complètement, c'est assez, complètement. c'est rendu vraiment fou. Moi, je peux te dire qu'au Ouais, niveau personnel, ça m'est encore arrivé récemment d'être dans le village à Montréal et mm, que quelqu'un passe en auto et me traite de tapette. Là, je me dis, mon Dieu, ouais. 2024, on a encore des hommes des cavernes, hein? Ouais, mais moi, ça m'était jamais arrivé non plus. Puis je te dirais que j'étais à Montréal, je suis pas souvent à Montréal, moi je suis au Bas-Saint-Laurent, là. Puis ça m'est arrivé 2 fois avec une personne trans, là, quand je suis allée à Montréal au mois de novembre. Puis ça m'a secoué, je vais te dire. Donc à ce moment-là, il y avait, les gens de Montréal l'ont vu, les gens d'ailleurs l'ont pas vu. Il y avait une campagne à ce moment-là qui était dans le métro, dans les stations d'autobus, qui était une campagne de la SPVM, donc Service de police de la Ville de Montréal, avec la Société des transports de Montréal, qui était une campagne harcèlement de rue, c'est non. Donc, qui comprenait toutes les formes là, d'agression, que ce soit raciale ou autre, mais qui était quand même une campagne qui était vraiment pertinente. Donc, je vais reprendre un petit peu là, les éléments. Parce que ce qui est important, Denis Martin, là, c'est que la personne qui subit le harcèlement, dans la rue. Il faut comprendre que cette personne-là, souvent, elle va figer. Hein. C'est très humiliant, mais c'est aussi épeurant de subir ça parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir. On sait pas. On sait que les personnes trans, non-binaires ou de la diversité ont déjà souvent subi des agressions sexuelles, des agressions physiques aussi. Donc, c'est délicat de savoir quoi faire. Donc, ce que l'expérience et les études démontrent, c'est que c'est aux témoins, dans le fond, d'agir. Puis c'est eux qui ont le plus de pouvoir, dans le fond, pour renverser ou pour créer diversion, là, pour alléger, en fait, alléger la situation pour la personne qui subit là, le harcèlement. Puis, dans le fond, les études montrent que dans 53% des cas, aucune aide n'a été offerte par les témoins autour. Mais les gens ont tellement Donc, peur souvent hein, d'agir que puis ils ont peur des réactions. Puis savent pas quoi faire, en ouais. fait, Ben je pense justement, surtout. Fait que c'est ça qu'on va qu'est-ce qu'il parler. faut Donc, faire? voilà. Donc, il y a plusieurs tactiques. OK, la tactique, là, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu. OK, on n'essaye pas de provoquer l'agresseur, ça, c'est important. On enlève l'agression sur l'agresseur. OK? Donc, de le confronter publiquement, si vous voulez le faire, faites-le quand la victime ne sera plus là. OK? Parce que sinon, ça peut faire monter la violence. On ne veut pas ça. Donc, première tactique, c'est détourner l'attention. Alors là, avec beaucoup d'assurance, même si on ne connaît pas du tout la personne, on va arriver, puis allô, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, comment ça va? On prend le plancher. OK? On coupe. On coupe, dans le fond, on peut même là, physiquement se placer là, entre les deux, puis aïe, aïe, puis la personne va comprendre, vous la regardez avec vos yeux, vous faites, tu sais, je suis en train de te sortir de là. OK? Ouais. On peut aussi y aller plus soft en demandant, hey, avez-vous l'heure? Da, da, da. OK? Donc, vraiment, on s'organise pour casser la communication qui se passait ou les regards, ou, etc. Puis, on prend de la place. Donc, ça, c'est une première stratégie, donc qui n'est pas menaçante pour nous non plus. On peut aussi s'allier à une autre personne autour, donc, par exemple, en changeant de place, en disant, ah, ben, voulez-vous changer de place avec moi? On peut aussi utiliser, par exemple, commentaires positifs, comme par exemple à l'épicerie. Par exemple, moi, j'ai un ami c'est un homme qui se maquille des fois avant de sortir, qui va mettre des bijoux, tout ça. Puis là, des fois, mettons, il s'est déjà fait dire à l'épicerie, ah, coudonc, c'est l'Halloween, puis je ne le savais pas. Tu sais, commentaire. Puis là, ben, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire un commentaire. C'est comme, waouh, moi, je trouve ça vraiment génial. Oui. Comment tu es habillé. Ou tu sais, comme juste de le transformer en quelque chose de. Puis prendre le plancher encore une fois, puis de faire comme, trop génial, où est-ce que tu as pris ça? Ou tu sais, comme, Puis c'est le fun parce que c'est pas être simple. agressif envers la personne qui est Non, agressante et on évite là, de non. faire monter la tension, c'est ça, là. Exactement. Ouais. Ensuite, en fait, aussi, on peut permettre à la victime de s'effacer. Donc, encore là, en prenant le plancher, en prenant l'espace. Ça peut être en demandant à l'agresseur aussi, hey, avez-vous l'heure, ça dépend c'est qui, là. Donc, on permet à la victime de s'effacer. On ne veut jamais mettre le focus sur la victime. On veut toujours lui permettre. C'est la même chose à l'école. Si vous travaillez avec des jeunes, c'est la même chose. On ne met pas le focus sur la personne. Mais là, c'est pas bien fin, qu'est-ce que tu dis? Tu pensais à comment X se sent? Non. La personne n'a pas envie qu'on mette le focus sur elle, donc on fait pas ça. Donc,
on peut aussi, si on ne sait pas, si nous-mêmes on est figé ou que la personne qui est en train d'avoir des propos homophobes ou transphobes, elle nous fait peur parce que, tu sais, moi, ça m'est arrivé une des situations, c'était une personne qui était intoxiquée, donc je ne savais pas trop comment elle pouvait réagir. Donc, on peut faire appel au personnel sur place. Donc, les gens, les intervenants, travailleurs de rue, tout ça sont quand même formés. Souvent, ils vont connaître aussi leur monde. Fait qu'on peut le faire. Les gens de la SPVM, de la STM, Société de transport, autant à Québec, à Montréal qu'à Sherbrooke, sont formés pour ça. Donc, on peut aussi leur faire appel à eux. C'est ça. Donc, la victime, on la laisse s'effacer. Ensuite, ben, on va la voir pour la soutenir. Hein. Ou si la personne est partie pour X raison, ben, on va la voir. Tu sais. On va la voir dire ouf, tu sais, c'est pas le fun ce que tu viens de vivre là. Puis souvent, la personne elle va être un peu en état de choc. Puis ça se peut très bien qu'elle minimise elle-même ce qu'elle vient de vivre. C'est bien correct. Hein, on la laisse, on n'a pas besoin de... Mais on est comme, ben moi, je trouve pas ça correct, qu'est-ce que tu viens de vivre. Tu sais, moi, ça m'a rendu très mal à l'aise, ou moi, ça me Ouais. fâche, ou moi, je me sens pas bien avec ce que tu viens de vivre. C'est ça. Donc, pour vraiment montrer à la personne, non, non, c'est pas acceptable ce que tu viens de vivre. Si la personne n'est pas bien ou qu'elle a peur, ben, on peut lui offrir qu'elle peut appeler un proche. Est-ce que tu as un proche? Parce que des fois, la personne elle peut ne plus se sentir en sécurité pour continuer sa route dans le métro ou autre. Donc, y a-t-il quelqu'un qu'on peut appeler? Est-ce que tu veux que je sorte avec toi à cette station aussi en attendant que quelqu'un vienne te retrouver? Quelque chose comme ça. Si on est dans un bar ou autre, ben, même chose, de gars, veux-tu que je sorte avec toi? Le temps que tu puisses quitter l'endroit puis que tu sois plus en contact avec les personnes qui ont été déplaisantes avec toi. Bon, donc, on comprend le principe. Donc, être là pour la personne, s'assurer qu'elle a un relais de sécurité, qu'elle peut ventiler si elle a besoin. Il y a aussi, bon, on sait, hein, on est à l'heure des cellulaires et des photographies. Alors, il y a des gens que leur réflexe, ça va être de filmer la situation ou de prendre des photos. C'est pas nécessairement mauvais, mais là, j'ai quelques petites indications, quelques petites sensibilisations à faire. Donc, documenter ta situation, c'est pas mauvais. Donc, on peut noter la date, le lieu, l'heure. C'est sûr que, tu sais, entre faire une vidéo puis venir en aide à la personne, c'est sûr qu'il faut vraiment privilégier de venir en aide à la personne. Tout à OK? fait. Donc, en faisant une diversion ou autre. S'il y a déjà quelqu'un qui le fait puis que vous dites, bon, ben là, ça n'a vraiment pas de bon sens ce qui est en train de se passer parce que c'est une personne en situation d'autorité, par exemple, qui a un comportement transphobe ou autre, bon, à ce moment-là, on peut le faire, mais ce qui est essentiel, c'est une fois que l'information est prise, captée par votre cellulaire, que ce soit en photo ou en vidéo, premièrement, c'est interdiction totale de diffuser cette vidéo-là ou ces photos-là sans le consentement de la victime. OK? Puis, tu sais, il faut savoir que des fois, ça va plus nuire qu'aider, puis ça peut rajouter de la pression sur la victime, ce qu'on ne veut pas. Ouais. OK? Donc, cette preuve-là, dans le fond, elle est utile seulement pour la victime. Si elle ou il décide de porter plainte, OK? Donc, et ça appartient à la victime, puis on ne sait pas. La victime, sur le coup, elle peut ne rien vouloir savoir, c'est normal, elle est en mode survie. Donc, à ce moment-là, on peut juste lui laisser nos coordonnées ou lui dire, regarde, veux-tu, je vais juste te l'envoyer, c'est toi qui vas décider ce que tu fais avec. Après ça, je l'efface, regarde, je l'enlève de mon cellulaire ou autre. Puis vous pouvez lui demander aussi si quelqu'un a pris une vidéo, dire, envoie-moi-le, OK, on l'efface, s'il te plaît. Parce que ça vous appartient, c'est votre vie personnelle. Alors, est-ce qu'il y a des liens, des sources pour Oui, s'informer? oui, oui. Donc, restez pas seul avec ça, s'il vous plaît. C'est pas banal. Il y a InfoAide violence sexuelle. Ça, vous pouvez trouver, c'est 24/7 hein, pour toutes les victimes d'agression à caractère sexuel, que ce soit harcèlement ou autre. Il y a le GACE, que moi, j'aime beaucoup, groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail. Si c'est relié à votre travail, les autres sont vraiment spécialisés, sont à Montréal, mais ils peuvent vous référer ailleurs aussi. Donc, groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail, vous allez le trouver sur Internet. Il y a notre chère ligne Interligne. Oui. Hein, ça, c'est notre ligne pour les gens de la diversité sexuelle et de genre. Utilisez-la. Donc, ça, c'est en tout temps. Puis eux aussi, ils connaissent les ressources. Puis, tu sais, vous ne serez pas invalidés. Ces gens-là sont habitués de recevoir Puis votre tu vas, vécu tu vas dans me ces permettre de situations. donner le numéro qui est le 1-888 Bien sûr, 505 1010 1-888 505 1010. Ils ont encore du oui. financement, ils fonctionnent 24 heures par jour, les autres aussi.
hein, 7 jours Oui, sur 7. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est important d'utiliser ces ressources-là. Des fois, sur le coup, on sentira pas tant le drame. Puis des fois, ça nous rattrape 2 jours, 3 jours plus tard, où tout d'un coup, la personne se met à avoir peur dans les lieux publics ou autres. C'est pas banal, ces situations-là. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Faut pas se taper sa tête non plus quand on n'a pas réagi sur le coup. L'autre chose ultra importante, c'est demander aux gens autour de vous, toi, si ça arrive, comment tu veux que je réagisse? Ouais, ouais. Ça, c'est une bonne question à poser, parce que des fois, ça arrive avec des amis, ça arrive dans un souper de famille. Toi, comment t'aimes? Puis les gens vont vous répondre. Ils vont dire, ben moi, j'aime mieux que ça passe free puis qu'on n'en parle pas, ou ben moi, j'aime mieux prendre moi-même position, ou non, moi, ça me plaît que tu prennes position. Puis ça, ben, ça permet de garder une belle relation avec la personne qui est notre amie, hein. C'est surtout ça qui est important à la base. Donc, de ne pas prendre pour acquis quand c'est un ami, quand c'est un proche, de comment la personne voudrait qu'on réagisse. Puis pour des inconnus, ben, on a donné des trucs tantôt. Donc, c'est un make and progress. Ça se peut qu'on ne réagisse pas la première fois, puis la deuxième fois, oups, on prend du pic, puis la troisième fois, ben, watch out, on est là, puis on ne laisse pas passer. Marie-Claude Joannis, merci beaucoup. Plaisir. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'est l'épisode 67 aujourd'hui, en ce 11 mars 2024. N'hésitez pas à communiquer avec nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel, en un seul mot, en minuscule, @gmail.com. Merci à l'équipe de recherche, nos fantastiques Marie Massé et Godéric Trobe à la recherche. Donc, Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à Julie Curley pour la musique thème. Et à toute l'équipe, la merveilleuse équipe de Canal M et de Vue et Voix. Je m'appelle Denis Martin Chabot. On se retrouve la semaine prochaine à 17h lundi.